Le 15 janvier dernier, l'invité du 18h politique, c'était Dominique Rimbourg, le député socialiste, avocat de profession, venait parler de son travail en matière pénale et plus particulièrement de la lutte contre la radicalisation et le terrorisme dans les prisons françaises. Une question d'actualité quelques jours seulement après l'attentat qui visait Charlie Hebdo. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h politique. Vous le savez, c'est le quart d'heure politique hebdomadaire. C'est avec Jean-Michel Naga. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. On va bien sûr faire le tour de l'actualité politique dans le département avec notre invité. Et avec notre invité Dominique Rimbourg, député socialiste de Loire-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous dire ce que vous pensez des mesures annoncées cette semaine par le Premier ministre pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation de certains détenus en prison. C'est votre spécialité, la justice et prison. Vous allez nous dire ça, mais ce sera juste après l'actualité de la semaine. On commence par ça. Bah oui, et on va commencer par la campagne pour les départementales de mars qui commence déjà, cette campagne évidemment. C'est ça, le président sortant du Conseil général a entamé sa tournée auprès des électeurs. Il était en début de semaine dans les quartiers nantais, notamment à Audervallières et à Bellevue, en présence des autres candidats socialistes. Une campagne, vous le voyez sur ces images, une campagne particulière au vu de l'actualité et des attentats. Et après, ce que la France a connu, ce grand drame, et puis en même temps cet élan du peuple français collectif, eh bien, on ne conduit pas une campagne de la même façon. On est plus attentif, plus éveillé, à l'écoute, au fond, de toutes ces petites choses, de toutes ces personnes qui, au quotidien, interviennent, agissent, s'engagent pour créer du vivre ensemble. Et en parallèle, Jean-Michel, la campagne est lancée sur les réseaux sociaux. C'est ça, le département a lancé son compte de campagne Twitter, @LA pour Loire-Atlantique, mars 2015, 22 et 29 mars, je le rappelle, dans un peu plus de 2 mois. Donc, et il faut faire de la pédagogie. La carte des cantons de Loire-Atlantique a changé, écrivent-ils. Dans quel canton allez-vous voter? Réponse avec une carte interactive des cantons pour permettre aux électeurs de s'y retrouver et surtout pour les inciter à voter. Mais une campagne peut en cacher une autre, puisqu'il y a celle des régionales de décembre qui commence aussi, en fait. C'est ça, Ouest France nous dit que Jacques Oxiette s'échauffe avant la campagne. Le président socialiste du Conseil régional profite de cette période de vœux pour tacler l'UMP, Bruno Retailleau, des critiques qui sont hors la loi. L'UMP rappelle la règle au PS dans Presse Océan, à savoir que Jacques Oxiette ne peut pas utiliser cette période de vœux et l'argent public de la région à des fins partisanes. La droite appelle à une campagne loyale. On va dire que c'est un classique du genre dans une période d'élection. Alors des vœux, il n'y en aura pas dans certaines communes, c'est le cas à Couëron. C'est Presse Océan qui nous apprend que le maire Jean-Pierre Fougerat est à l'arrêt depuis 2 mois. Il souffre du dos et doit suivre un long traitement. Et sa première adjointe ne peut pas le remplacer puisqu'elle est candidate aux élections départementales. La cérémonie des vœux de la semaine prochaine a donc dû être annulée. Et puis la polémique à Carquefou lors des vœux encore. Presse Océan nous raconte que l'opposition de gauche s'est fendue d'une lettre ouverte pour critiquer une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats. Je les cite, un peu juste. Et pour critiquer une nouvelle fois l'annulation du RIDEP, la manifestation consacrée au dessin de presse qui devrait revenir l'année prochaine. Voilà, alors avant de parler des conséquences politiques des attentats, voici votre carte d'identité, Monsieur Rimbourg, pour mieux vous connaître. Dominique Rimbourg, vous avez 64 ans, vous êtes avocat de profession, membre du Parti socialiste, rapporteur de la dernière loi Taubira sur la justice, spécialisé sur les thématiques de la justice et des prisons. Et c'est à ce titre que nous vous avons invité pour commenter les mesures annoncées par le Premier ministre pour lutter contre le terrorisme. Mais tout d'abord, l'hommage aux victimes. C'était avant-hier, mardi, à l'Assemblée nationale. Tous les députés ont entamé l'hymne national, la Marseillaise, pour la première fois depuis 1918, depuis un siècle pratiquement. Comment vous avez vécu ce moment historique ? Eh ben, c'était un moment extrêmement émouvant. C'était spontané. C'est à l'initiative du député-maire d'Orléans. C'est lui qui a commencé à chanter. Et quand il a commencé à chanter... C'était pas vraiment spontané, il paraît, mais enfin moi, d'autres députés PS avaient prévu de le faire, mais... En tout cas, c'est parti comme ça. Et moi, j'étais informé d'aucune... La consigne, simplement, avait été de dire tout le monde doit arriver bien à l'heure et on ne se déplace pas dans les travées pendant l'hommage. Donc, de façon à ce que ça soit le plus digne possible. Mais je ne savais pas, je n'avais aucune information sur le fait que on devait chanter la Marseillaise, et pour moi, c'était pas prévu. Et pour moi, c'est le député de UMP, député maire d'Orléans, Serge Grouard, qui a lancé ça. Et au début, j'ai pas compris, j'ai entendu du bruit.
Ouais, ça a surpris. Et ça a surpris, et d'un seul coup, c'est parti tous ensemble. Et c'est vrai que ce cœur, c'était très émouvant. Oui. Est-ce que c'est autre chose qu'un symbole comme ça et qu'un moment d'émotion? Est-ce que c'est le signe d'une union nationale forte, profonde? C'est le signe d'une union nationale forte, profonde. Après, ce sera à nous d'essayer de faire vivre ça pour essayer de trouver du consensus républicain. C'est difficile, hein. C'est difficile. On est dans un régime politique qui favorise l'affrontement droite-gauche sur tous les sujets, parfois bêtement, et la bêtise est bien répartie dans les deux camps. Et moi-même, j'ai parfois pris des positions en critiquant des mesures, tout en me disant intérieurement, c'est pourtant pas si mal, quoi. Mais j'ai essayé de le faire avec le moins de sectarisme possible, mais on est confronté à ça. L'opposition s'oppose et la majorité gouverne. Et c'est à front renversé. Et le nombre de fois où des députés d'opposition m'ont dit « je ne vais pas voter ton texte, mais il est pas mal quand même ». Et moi, j'ai dit à l'inverse « je ne voterai pas, mais c'est dommage parce que c'est bien ». Mais les hommages ont été très nombreux. Ils ont été citoyens, ils ont été politiques, ils ont été divers et variés. Ils ont été trop nombreux, d'après certains. Vous comprenez cette critique-là? Or, forcément, c'est-à-dire que dans un moment d'unanimité, il faut être porté par l'émotion. Et puis, pour des raisons X, Y ou Z, parfois, on ne se sent pas porté par l'émotion. Et à ce moment-là, on se sent exclu. Si vous allez voir un match... Enfin, la comparaison, elle est un peu triviale, je m'en excuse, mais si vous allez voir un match de football et que, au moment où il y a un but marqué, finalement, vous êtes un peu indifférent au but, c'est un peu pénible, parce que vous n'êtes pas dans la communion avec les autres. Et se sentir exclu comme ça, c'est un peu difficile. C'est compliqué. Donc, pour des raisons X, Y ou Z, il y en a qui ne se sont pas sentis portés par cette communion, et forcément, ils se sentent un peu exclus. C'est ce qui s'est passé dans les écoles où les commémorations étaient perturbées? Parfois. Parfois, il y en a eu quand même 200. Hein. À la fois, c'est ça, il y a 200 sur 60 000 écoles, donc il faut à la fois prendre la mesure des choses et relativiser. Il y a, je crois, un déficit de compréhension du mode de fonctionnement de notre société parmi les jeunes, parce que l'école enseigne, mais l'école éduque assez peu finalement. Et la compréhension, on passe d'un enseignement à l'autre, j'ai le souvenir de mes années scolaires, on passe d'un enseignement à l'autre sans forcément faire de lien, sans que tout ceci acquiert un sens général. On sait que pour passer le diplôme, il faut redire un peu ce qu'on a appris, mais il n'y a pas forcément de sens général. Et ça, c'est ce qui me frappe le plus. Et donc, forcément, il y a un certain nombre de jeunes gens qui n'adhèrent pas. Et puis, il faut faire la part de l'adolescence. Lequel d'entre nous... De l'insouciance, vous voulez dire ? La rébellion. La rébellion. C'est aussi l'occasion d'un chahut. Alors, il est particulièrement malvenu, mais... Vous voulez dire qu'il n'est pas toujours calculé, consciemment Non, il n'est pas toujours calculé. Enfin, ça se peut. Mais de toute façon, je ne veux pas minimiser le phénomène. Oui. Parce que je crois que nous sommes confrontés à un déficit de compréhension du fonctionnement de notre monde chez les adolescents, mais aussi chez un certain nombre de nos concitoyens. Alors, en parallèle de cela, une 50aine de personnes ont été interpellées ces derniers jours en France pour apologie du terrorisme, y compris des mineurs. C'était le cas, rien qu'hier, à Nantes, dans les parties nord de Nantes, où une jeune mineure de 14 ans a été interpellée dans le tramway. C'est une mesure logique. Il faut mettre des jeunes comme ça de 14 ans en examen sur des faits aussi graves. Ça vous choque? Elle a été placée en garde à vue, hein, et elle sera présentée prochainement. Dans les moments de communion... Et selon la loi, elle risque 7 ans de prison. Oui, mais dans les moments de communion, la réaction est forcément un peu vive. Ensuite, il faut raison garder. C'est une jeune fille de 14 ans. Ça... Peut-être, enfin, je ne veux pas me prononcer à la place du juge, mais une petite admonestation suffirait, me semble-t-il, largement. On ne va pas mettre en prison des enfants de 14 ans parce qu'ils ont été maladroits dans leur expression et qu'ils se sont rebellés contre les contrôleurs de la TAN en employant des mots faisant l'apologie du terrorisme. Faut prendre la mesure des choses. Il y a aussi de la marge entre la prison et la petite admonestation. Pardon, il y a une marge, il y a peut-être un peu plus. C'est-à-dire que est-ce que ça oblige, est-ce que ça vous oblige, vous, en tant qu'élu, est-ce que ça oblige les enseignants, est-ce que ça oblige notre société aussi à se mobiliser pour apprendre à ces jeunes, leur faire comprendre, prendre conscience aussi de la gravité de la situation. Il est là quand même, le fond de l'affaire, non ? Le fond de l'affaire, il est là. On n'a jamais réussi à modifier des comportements simplement par la pénalisation. La pénalisation vient aussi à l'appui d'une pédagogie, et c'est la pédagogie, c'est l'éducatif qui doit largement l'emporter. On ne pénalise que la marge résiduelle. Alors, la prison représente un risque pour tous ces gens. Il y a le risque de radicalisation. 150 détenus sont particulièrement surveillés dans les prisons françaises. On a vraiment les moyens de les surveiller?
Oh, oui. Oui. Alors, il y a 283 personnes qui sont condamnées pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Il n'y a pas que des islamistes. Il y a aussi des Kurdes, il y a des Basques, et puis il y a une palette de faits. Ça peut être des faits simplement du renseignement jusqu'à des faits graves. Donc 283 personnes à surveiller, 152 islamistes, c'est pas impossible. Mais j'ai presque envie de dire que c'est peut-être pas ceux-là les plus compliqués à surveiller. C'est ceux qui sont en prison et qui risquent d'être embrigadés, je ne sais pas comment dire, par les autres, en fait, et qui peuvent se radicaliser pendant qu'ils sont en prison. Alors la vraie difficulté, elle est là. Voilà. Et c'est pour ça que le plan de Manuel Valls, c'est un plan relativement équilibré parce qu'il couvre à la fois l'éducatif et il couvre aussi le répressif. Alors il couvre le répressif avec la création d'un fichier équivalent au FIGES, c'est-à-dire le fichier pour les crimes les plus graves et les crimes sexuels. Avec la création d'un PNR, c'est-à-dire d'un registre national des passagers à la française, avec l'espoir de le voir étendu à l'Europe, avec la recherche de ceux qui vont sur Internet, avec l'application de la loi antiterroriste qu'on a votée au mois de novembre, la possibilité d'interdire la sortie du territoire. Mais il y a aussi un autre volet, il y a un volet de création de postes d'imams, parce que vous savez qu'il y a 184 imams aumôniers musulmans. La loi de 1905 prévoit qu'il y ait des aumôniers des religions dans les endroits fermés. L'hôpital, l'armée, les prisons. Et là, dans le Grand Ouest, on n'a que 22 imams, 22 aumôniers musulmans. Ça représente 3 plein temps. Oui, c'est largement insuffisant. Voilà. On avait en plateau l'imam de la mosquée à Salam de Malakoff tout à l'heure, Belgazem Ben Saïd. Il le disait lui-même. Lui, il intervient au centre des pénitenciers pour mineurs d'Orvaux. Il dit on manque d'imams. On manque absolument d'imams. Donc il faut à la fois, et le plan de Manuel Valls, c'est à la fois avoir un cadre, réfléchir à une formation, ça c'est assez difficile, parce que moi je suis persuadé, moi j'appelle de mes voeux l'intervention de l'État pour la formation des imams. C'est pas contraire à la loi de 1905, on a absolument besoin d'imams qui soient formés, et j'ai entendu l'imam de la mosquée de Malakoff dire ça doit être des imams qui soient formés, qui ne soient pas formés à l'étranger, qui ne soient pas dépendants d'un pays étranger, qui parlent français, et qui soit au fait de la culture et de l'actualité française. Donc on a besoin de ça. Et qui sache parler aux jeunes, a-t-il rajouté. Et qui sache parler aux jeunes. Parce qu'il dit que c'est important de les comprendre, d'être compris d'eux, y compris à travers le langage. Alors, le dernier volet du plan de Manuel Valls, c'est aussi de réfléchir avec la protection judiciaire de la jeunesse au moyen de mise en place d'un plan anti-radicalisation. C'est intéressant, le parcours des frères Kouachi. Ce sont 2 enfants qui ont été placés parce que, leur père est mort, et une fois qu'ils étaient placés en Corrèze, leur mère est morte. Et tous les gens qui ont été entendus sur le placement en Corrèze ont dit c'était des bons élèves, il y en a un d'entre eux, je ne sais plus lequel, était un bon footballeur, et quand ils sont partis à 18 ans, lorsque le placement s'est arrêté, c'était des gens tout à fait corrects. Quand ils sont revenus dans leur région d'origine, qui était dans la banlieue parisienne, je ne sais plus très bien où, eh bien à ce moment-là, la dérive a commencé. D'abord la délinquance, et ensuite la dérive radicale. Alors la solution avancée aussi par le gouvernement, c'est aussi d'isoler les détenus les plus radicaux dans des prisons surpeuplées. On a du mal à croire que ce soit possible. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des plus radicaux. Et il y a une expérimentation qui a été mise en place à Fresnes, qui concerne 22 détenus, qui ont été mis... c'est une expérimentation spontanée qui est en place... Enfin, spontanée, non, n'exagérons pas, c'est le directeur qui a mis ça en place, mais ce n'est pas un plan d'ensemble. Et il a pris 22 détenus et il les fait... qui étaient d'accord... qui n'étaient pas opposés, et il y a un plan de lutte contre la radicalisation de ces détenus avec intervention de l'Institut du monde arabe, intervention de la Mivilude, c'est-à-dire la mission de lutte contre les sectes, et des psychiatres. D'accord, mais on a les moyens. Vous êtes bien placé pour savoir qu'on n'a même pas les moyens de faire des cellules individuelles. Oui, je sais. Donc comment on fait? Si c'est juste traiter ceux qui sont condamnés pour terrorisme et qui sont... ça, c'est assez simple. Après, il faut repérer parmi les 67 000 détenus ceux qui sont susceptibles, 1, d'être des prédicateurs sauvages, 2, d'être victimes de la radicalisation. Ça, c'est plus difficile. Il y a un état-major de sécurité qui est créé depuis 2003
c'est pour vous montrer aussi qu'il peut y avoir une continuité. C'était une création de droite pas dans la politique de droite, qui est extrêmement bienvenue. Cet état-major de sécurité, il a des correspondants dans chaque prison et il y a une tentative de repérer les comportements les plus de radicalisation et les comportements de prosélytisme, ceux qui prêchent. Vous êtes consulté en ce moment par le gouvernement, Dominique Raimbourg, vous êtes député, Jean-Michel l'a dit, et évidemment, avocat, spécialiste des prisons, rapporteur de la loi. Vous avez été consulté ? Pas sur le plan. Le Parti socialiste doit faire une série de propositions. Je suis en contact avec la responsable nationale aux questions de justice et je dois avoir un rendez-vous avec Madame Taubira la semaine prochaine, qui était prévu aussi pour d'autres choses, mais on va évoquer ces questions-là. Vous allez proposer d'autres solutions qui n'ont pas été évoquées dans les annonces faites par le Premier ministre ? Je vais creuser un certain nombre de solutions. J'ai reçu le coup de téléphone hier, donc... il vous faut un peu plus de temps que 24 heures. C'est un problème de la radicalisation dans les prisons dont vous vous êtes déjà emparé depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est depuis plusieurs années. J'ai rencontré l'imam, régional, Monsieur Louel-Gouache. On ne connaît pas son nom. Je crois qu'on ne peut pas vous aider. Ça me revient pas bien. Je suis en train d'écorcher son nom et je m'en excuse. Je l'ai déjà rencontré. Je fais partie du groupe de réflexion de l'Assemblée sur les prisons et nous avons rencontré l'aumônier national avec le directeur de l'état-major de sécurité qui lutte contre la radicalisation. C'est un problème que l'on connaissait, auquel je me suis intéressé déjà. On ne le découvre pas. Êtes-vous optimiste ? Pensez-vous qu'on peut lutter contre un terrorisme comme celui-là, international ? Je suis assez optimiste. Observons quand même que sur les 280 personnes qui en sont aujourd'hui en prison, seulement 22 avaient un casier judiciaire. C'est-à-dire que la radicalisation ne se fait pas qu'en prison, elle se fait aussi sur Internet. Et c'est parce que je suis optimiste que j'ai voté le plan de lutte contre le terrorisme, qui a fait l'objet de critiques, on a dit c'est liberticide, mais je crois qu'en novembre déjà on s'est préoccupé de ça. C'est aussi parce que je me suis préoccupé de la situation que je me suis félicité du fait que Christiane Taubira a porté le nombre d'imams de 150 à 184 ou 182. Donc c'est un premier pas. C'est un premier pas, c'est une question à laquelle on avait pensé. En tout cas, l'enjeu est lourd, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Dominique Raimbourg, d'être venu nous rendre visite. Merci Jean-Michel, à bientôt. Merci.